Oui, c'est bon, Madame Diop, c'est bon. Non, non, je suis en train d'accepter tout le monde. Non, c'est bon là. Attends, je vais désactiver là. Et oh, c'est mon frère, c'est ça. Comment Je sais comment je vois sur quoi. Non. Attends. Non, ici. Un peu dessus. Et là, on va sur 3 mots. Attends, ouais. On peut pas utiliser. C'est tout. Bonjour, madame. Oui. Bonjour à vous. Bonjour tout le monde. Ouais, bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour, Seigneur. Bonjour le Seigneur. Donc, bienvenue à tout le monde. Je vais d'abord commencer par remercier donc, le groupe Salah et notamment le PDG M. Badi qui a bien accepté de nous faire une conférence. Je voudrais également remercier notre président qui fait l'honneur aujourd'hui d'être présent à cette conférence, le Dr. Fatma Diop. Je remercie également donc, notre directrice générale, Mme Diop,
Je remercie enfin M. Djibril Fofana, qui est le directeur des ressources humaines de l'hôtel du groupe Azalai Hotel. Et je remercie enfin donc, tous les participants qui ont pris de leur temps aujourd'hui pour participer à la conférence. Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir M. Mossadegh Bali. Le programme que nous avons établi est le suivant. Nous aurons donc le mot de bienvenue de notre directrice générale, Mme Diop. Ensuite, notre président va souhaiter la bienvenue, va faire une introduction, va introduire le PDG, M. Bali. Ensuite, nous avons prévu de faire une présentation du groupe Azalai qui sera faite par son directeur des ressources humaines, M. Djibril Fofana, ici présent avec nous. Ensuite, M. Bali, qui est le fondateur et le PDG du groupe Azalai Hotels, va prendre la parole. Donc, il va nous parler des enjeux de l'hôtellerie en Afrique. Ensuite, on va ouvrir la parole, on va donner la parole au public naturellement pour des questions-réponses. Et ensuite, le mot de la fin sera fait par notre directrice générale, Mme Diop. Je vais accueillir Mme Diop, Mme Maguette Diop, qui est notre directrice générale, pour un mot de bienvenue à l'ensemble de nos invités et notamment à M. Mossadegh Bali. Mme Diop, vous avez la parole. Merci beaucoup, Ahmad. Bonjour, Monsieur Mossadegh Bali, PDG du groupe Azalai Hotel. Bonjour à notre cher président-directeur général, Dr Pape Madické Diop. Bonjour à nos invités, bonjour à nos étudiants, avec un clin d'œil aux étudiants de Vatel, Rwanda. Bonjour à toute la communauté éducative de Telma. Nous avons ce matin l'honneur et le privilège d'accueillir M. Mossadegh Bali. Monsieur Mossadegh Bali n'est plus à présenter, mais je vais quand même m'employer à dire quelques mots sur lui. Mossadegh Bali est ce qu'on appelle un champion africain qui croit en l'Afrique et qui croit au devenir et au développement de son continent. Il est le fondateur du groupe Azalai Hotel, qui, à son arrivée, a quand même bousculé des géants de ce marché du hospitality management. Mais surtout, M. Mossadegh Bali est un exemple, est un modèle, un rôle modèle pour une jeunesse africaine audacieuse et ambitieuse. Il a fondé ce groupe pour montrer au monde entier qu'on était capable, que l'Afrique était capable de construire un grand groupe hôtelier. Et je pense que nous sommes sur cette voie puisqu'elle est en train de réussir. Enfin, M. Mossadegh Bali incarne certaines valeurs que je vais citer ici. Et parmi elles, je peux citer, parce que je ne peux malheureusement pas toutes les citer, l'authenticité, le progrès, l'éthique, l'humilité et l'audace. Et c'est pour ça qu'il est un rôle modèle pour cette jeunesse africaine. Mais il incarne également l'espoir de tout un continent. Enfin, je ne terminerai pas sans dire que Mossadegh Bali est un fervent soutien de l'entrepreneuriat féminin et des femmes qui font bouger l'Afrique actuellement. Je vais enfin remercier M. Mossadegh Bali et lui adresser toute notre reconnaissance d'avoir accepté d'être notre invité le temps de cette conférence qui va durer 1h30. Sur ce, je vais laisser la parole à notre président directeur général, Pape Madické Diop, qui va dire un mot de bienvenue également, avant qu'on ne passe la parole conformément à l'agenda présenté par Ahmad Ning. Je vous remercie. Je laisse la parole à mon président, Pape Madické Diop. Merci beaucoup, Madame Diop, Madame la directrice générale. Merci à tous d'être présents aussi nombreux à cette conférence. Nous avons le privilège d'accueillir le président directeur général du groupe Azalai, M. Mossadegh Bali. Un frère africain, un Africain qui fait honneur à l'Afrique et qui donne espoir à une jeunesse africaine en quête de repères, en quête d'identité, mais aussi en quête de progrès. Je ne l'ai jamais rencontré, mais je le connais
parce que son récit résonne, son itinéraire résonne partout en Afrique, en tout cas partout où les Africains se sont levés pour accompagner le progrès de l'Afrique. Il fait partie des Africains qui ont, avec éthique et responsabilité, se sont résolument engagés dans le développement de ce continent. Il représente, vous l'avez dit, un exemple pour les Africains et encore plus pour la jeunesse africaine. Son parcours est un parcours exigeant, un parcours empreint d'éthique, de responsabilité et d'engagement. Il fait partie de ceux qui ont permis à l'Afrique d'être à la hauteur des enjeux de l'économie actuelle. Et il fait partie de ceux, des Africains, qui ont permis à l'Afrique de s'installer dans le temps du monde. Parce que le temps du monde, ce n'est pas un temps occidental, ce n'est pas un temps asiatique, c'est un temps universel. Il fait partie de ces Africains qui ont permis à notre continent de se hisser à cette hauteur, à ce niveau, et donc de s'installer dans le temps du monde. C'est pourquoi moi, je suis très heureux. C'est une immense fierté pour nous, pour toute la communauté pas seulement de Telma, mais pour toute la communauté à la fois de BEM, de Telma, de ESTG, de IFPM, toutes les institutions que nous avons créées il y a plusieurs années maintenant. C'est une immense fierté pour cette communauté éducative, à la fois étudiante, corps professoral, parents d'élèves, de le recevoir, de l'accueillir et de l'installer aujourd'hui dans notre communauté. Je voudrais le remercier au nom de tous, au nom de toute cette communauté éducative, pour ce qu'il est, ce qu'il incarne et ce qu'il fait pour ce continent. Donc, merci infiniment Monsieur le Président directeur général pour la disponibilité et pour l'exemple que vous constituez à tous égards pour tous les Africains. Merci infiniment et je repasse la parole à Mme Diop ou Madning pour permettre au Président directeur général de prendre la parole. Oui. Merci, Président. Merci pour votre introduction et votre mot de bienvenue. On va laisser à présent la parole à Djibril Fofana, qui va nous présenter très succinctement le groupe Azalaï Hotel, afin qu'on puisse ensuite donner la parole à notre PDG, M. Mossadegh Bailly. Djibril Fofana, vous avez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup, Mme Diop. Merci beaucoup, M. Diop, pour ce mot d'introduction et la présentation de notre président, M. Mossadegh Bailly. Alors, simplement pour petit ajustement de termes d'agenda, dans l'agenda, donc dans son agenda, donc il va se connecter à 10h30. J'ai eu son assistante par message, donc il sera bien présent. Je pense que j'ai des petits problèmes de connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. Moi, quand vous m'entendez bien et que tout est audible. Oui, on vous entend bien, Djibril. Vous m'entendez très bien. Yeah, so far so good. So far so good. Merci. Alors, donc, je vais simplement me présenter très succinctement et présenter le groupe aussi. Donc, effectivement, en tant que DRH du groupe Azalaï, j'ai rejoint la caravane, puisque l'Azalaï, c'est la caravane, en octobre dernier, en tant que DRH. Et... Votre caméra. Oui, je peux activer ma caméra. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Pas mal. Est-ce que vous me voyez? Oui, Djibril, merci. Très bien. Alors, ce que je disais, c'est qu'en tant que DRH, j'ai rejoint le groupe La Caravane donc en octobre dernier. Et la première mission que j'ai eue, en tout cas, l'un des premiers sujets sur lesquels j'ai eu à travailler, c'est le partenariat, de finaliser le partenariat avec Telma Business School, et donc avec Monsieur Ning. Et donc, c'était une chose importante pour nous. Ça fait partie des discussions qui ont été matérialisées, ce partenariat.
à mon sens, c'était quelque chose de très important à deux niveaux. Un, parce qu'effectivement, en tant que collaborateur de l'Azalaï, on a besoin d'aller faire la promotion du groupe et des éléments que nous pouvons partager avec les étudiants, mais on a surtout besoin de partager nos besoins, c'est-à-dire les compétences qu'on a besoin pour développer notre groupe. Nous avons les ouvertures qui sont prévues prochainement, nous avons les hôtels qui sont déjà en exploitation, et la formation qui est proposée par Telma correspond complètement à ce que nous on souhaite en termes de compétences dans nos prochains établissements. Alors, pour présenter le groupe Azalaï a un peu plus de 25 ans d'existence aujourd'hui, avec un premier hôtel qui était le Grand Hôtel, qui a été racheté par M. Bali avec plusieurs péripéties. On sait très bien que dans ce type de lancement, il y a beaucoup d'abnégation du fondateur pour pouvoir non seulement lever les premiers fonds, mais aussi convaincre les partenaires de se lancer. C'est ce qui a été fait avec le Grand Hôtel. Et depuis aujourd'hui, donc on a 8 hôtels qui sont en exploitation. Nous avons des projets de construction qui sont en cours, et nous avons aussi donc des projets d'établissement qui sont signés. Donc aujourd'hui, le groupe Azalaï, c'est un peu plus de 600 collaborateurs un peu partout dans le monde, un peu partout dans la sous-région. Nous sommes présents donc au Mali avec 3 établissements. Nous sommes présents à Abidjan avec un établissement, à Lumbila, donc au Burkina Faso, avec un établissement. Nous avons Nouakchott, la Guinée-Bissau. Des constructions qui sont en ouverture, on espère, d'ici la fin de l'année 2021 à Dakar. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour le partenariat avec Telma. Et une ouverture aussi qui est prévue, une reconstruction qui est prévue donc à Ouagadougou, donc d'un Azalaï. Nous avons aussi des projets qui sont signés à Niamey, à Conakry, à Douala. Donc ce sont vraiment des ambitions qui sont très fortes au niveau du groupe. Un petit rappel aussi par rapport à, vous l'avez fait, Madame Diop, sur la partie valeurs qui sont les valeurs de Monsieur Bali, mais qu'est-ce que c'est que le groupe Azalaï en 2 mots? En fait, c'est l'ambition qui a été posée à l'origine de la création de l'Azalaï, c'est d'être le leader sur les segments où sont présents, où le groupe est présent. Donc, on a l'ambition de proposer des standards internationaux dans nos hôtels, mais tout en conservant notre propre culture africaine. On va aussi proposer donc des services, fournir des services et des produits de qualité au prix juste, ce qui est important aussi pour nous. C'est-à-dire que c'est vraiment faire en sorte que la proposition et de service et de qualité correspondent complètement donc, au pouvoir d'achat qui est proposé dans les pays où nous sommes implantés. Nous avons aussi dans nos priorités, c'est développer les collaborateurs, les compétences des collaborateurs. C'est pour ça que la plupart des collaborateurs qui nous rejoignent ont une première formation, et en tout cas, ils vont se développer à travers donc, des formations soit en interne, soit en externe qu'on va proposer. Et on va aussi assumer complètement notre rôle de leader. Donc, on a dans nos priorités le respect de notre responsabilité à la fois environnementale et à la fois sociétale. Par rapport aux valeurs qui sont proposées par le groupe, qui sont partagées par l'ensemble des collaborateurs, donc vient la première chose, donc c'est la rigueur. Donc la rigueur dans le travail que nous allons effectuer, mais aussi sur la qualité des services qu'on va pouvoir prodiguer. L'écoute, en tant qu'hôtelier, le fait de pouvoir non seulement écouter et aussi accueillir, ça fait partie donc, des éléments importants. L'hospitalité, la qualité sont des valeurs extrêmement importantes. Et je viens sur le dernier point qui est en lien avec la première valeur donc, de Monsieur Bali, qui est l'humilité. L'humilité qui est une valeur africaine, l'humilité qui est une valeur presque oubliée aujourd'hui dans pas mal d'autres continents, mais la valeur humilité fait partie donc des éléments intrinsèques et de fondation du groupe Azalaï. Donc, ce qui veut dire que concrètement, c'est que quand on rentre dans Azalaï, on a cette ambition non seulement de se développer, mais tout simplement avec humilité et respect des engagements et des personnes avec lesquelles nous travaillons.
Donc, voilà succinctement la présentation de notre groupe Azalai. On a aujourd'hui effectivement des projets qui sont un peu partout, comme je vous l'ai expliqué. On est sur le segment 3 à 4 étoiles et on a cette ambition de continuer notre développement malgré la crise économique, malgré la crise sanitaire que nous vivons tous, malgré parfois dans certains pays des crises sécuritaires telles que le Mali, dans lequel nous sommes depuis et si on devait, qui est un élément moteur fondamental dans la vie de tous les jours quasiment de l'Africain, mais surtout d'un groupe africain tel que le groupe Azalai. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur cette présentation très succincte. En attendant que M. Bali se connecte, je suis à votre disposition si vous avez des questions sur cette présentation. Oui, merci beaucoup, Djibril. Merci. Voilà, merci vraiment pour cette belle présentation. Et je voudrais également en profiter pour vous remercier d'avoir vraiment pris en charge cette convention de partenariat que vous avez vraiment prise en main dès que vous êtes arrivé donc dans le groupe Azalai. Donc, je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour vous remercier parce que c'est tout ça qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir mettre en place cette conférence avec M. Bali. Et j'espère que ce sera l'une des premières et en tout cas, il y aura beaucoup d'actions qui sont prévues par la suite. Et, alors, monsieur Diap, vous indiqué que pour l'instant, vous n'avez pas rencontré M. Alors, il y a une question, c'est quoi les enjeux de la RSE chez nous? Alors, les enjeux, ils sont extrêmement importants puisque, en tant que groupe hôtelier, on est obligatoirement responsable. On est responsable au niveau environnemental, au niveau de l'emploi, au niveau des prestataires avec lesquels nous avons travaillé. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a un peu plus de 600 collaborateurs au sein de Azalai dans l'ensemble du groupe, mais c'est plus de 2000 emplois directs et indirects qui sont générés. Donc, cette responsabilité sociétale, elle est vraiment importante. Sur la partie RSE, on a plusieurs leviers sur lesquels nous avons aussi des priorités sur lesquelles nous avons mis l'accent. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sur l'éducation. L'éducation, c'est quoi? Au niveau académique, qui sont une à Bamako et une à Mbila, qui vont donner donc, les fondamentaux de la partie restauration et hôtellerie sur ces métiers-là et du tourisme. Donc, ce qui veut dire que demain, donc, ces étudiants qui sont au niveau fondamental peuvent très bien aller chez Telma pour faire leur formation, surtout sur la partie management. Donc ça fait partie des premiers éléments. Là, vous avez parlé aussi donc, de la place de la femme. C'est Mme Diop qui avait souligné l'engagement de M. Bali sur cette cause-là, en sachant que la semaine prochaine, c'est la journée internationale des droits de la femme. On est aussi très engagé sur ces niveaux-là, étant donné qu'on accompagne à la fois donc, des associations, à la fois avec des coachings, et on est très présent sur ces sujets-là. Sur la partie environnementale, nous faisons aussi en sorte de sensibiliser à la fois nos restaurateurs, mais aussi nos fournisseurs sur le tracé donc, des produits que nous allons, le traçage des produits que nous allons utiliser, mais aussi, et aussi vérifier comment est-ce qu'on peut faire des économies sur l'utilisation de tel et tel produit pour éviter justement donc, des gaspillages qu'on connaît qui peuvent être récurrents dans un restaurant, dans un hôtel. Donc non, le poids de la RSE, c'est un enjeu extrêmement important. Pour simplifier, alors,
souvent, on parle souvent de RSE comme si c'était c'était de la philanthropie. Non, il faut retenir 3 choses en fait. Il faut que dans un programme RSE, il faut que le programme soit fait par les gens et pour les gens, c'est-à-dire porté par une valeur. Ça, c'est la valeur people. Il faut que ce soit un impact sur l'environnement, sur le sujet sur lequel nous allons travailler, mais aussi que c'est un impact aussi économique derrière. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un retour sur investissement, étant donné que si on veut que la promotion de cette partie RSE puisse être durable justement dans le temps, il faut qu'il y ait un retour sur investissement pour qu'on puisse réinvestir justement dans ces sujets-là. Alors, je vois que M. Bali est connecté. Je vais peut-être laisser la parole à M. Hamad si vous voulez faire l'introduction pour qu'on puisse commencer cette conférence. Je peux rajouter quelque chose en tant que client de M. Ning. Oui, bien sûr, allez-y. M. Ning, je demande la parole. Oui, allez-y, Dr Gabiam. Madame Diop, on vous entend très loin. Je crois que vous essayez d'intervenir, mais on vous entend de très loin. Oui, donc là, Djibril. Oui. Voilà, donc nous avons la chance d'avoir M. Bali qui vient de se connecter. D'accord. Voilà, donc je pense qu'on va démarrer donc la conférence donc avec lui et on répondra après aux questions. Donc je prendrai toutes les questions voilà, dans le chat et puis après on répondra. Et si vous voulez également intervenir, voilà, pourquoi pas. Parfait, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Monsieur Bali, est-ce que vous nous entendez? Ah. Oui, je vous entends. Bonjour. Bonjour, Monsieur Bali. Comment allez-vous? Oui, très bien vous-même. Alhamdulillah, ça va. Voilà, donc nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Plaisir pour moi. Voilà, donc parmi nous, nous avons notamment donc, notre président, le docteur Pape Madické Diop, qui a pris tout à l'heure la parole. Nous avons également eu donc notre directrice générale, Madame Maguette Diop, qui a également pris la parole, et Monsieur Djibril Fofana vient tout à l'heure donc de faire une présentation du groupe. Donc peut-être je vais laisser la parole à notre directrice générale, peut-être le temps de vous dire un petit mot afin que vous puissiez démarrer votre conférence. En tout cas, nous sommes ravis vraiment de vous accueillir. Merci. Madame Diop, on ne vous entend pas. Madame Diop? On ne vous entend pas, Madame Diop. Madame Diop, on vous entendait pas. Je ne m'entends pas, Madame Diop. Je vous propose de faire un introduction rapide et qu'on commence. Si vous voulez bien. Oui, on va peut-être donner la parole à notre président, le temps de dire un mot pour introduire M. Bali. Oui, Ahmad, merci beaucoup. J'espère qu'on m'entend. Je répète en présence de M. Bali les mots que j'ai eus tout à l'heure. Je le remercie alors qu'il est présent infiniment. Je lui exprime la gratitude de notre communauté éducative, au-delà de tellement, bien sûr, de toutes les institutions que nous avons le privilège de diriger, à la fois BEM Management School, l'École supérieure des techniques de gestion, l'IFPM, l'Institut de formation pratique au métier, et bien sûr tellement. Toute cette communauté éducative, à la fois les étudiants, le corps professoral, les parents d'élèves, et moi-même, bien sûr, nous sommes très heureux, très fiers de vous accueillir. J'ai dit tout à l'heure que vous êtes un frère africain qui donne de la fierté à tous les Africains qui sont sur le chemin de l'entrepreneuriat, à tous les Africains qui se lèvent chaque jour et qui essayent
qui s'engage pour une Afrique conquérante, pour une Afrique qui est debout. Le chemin de l'entrepreneuriat, je le dis à mes étudiants assez régulièrement, c'est un chemin difficile. C'est un chemin qui est parsemé d'embûches, mais c'est le chemin de la responsabilité et c'est le chemin de l'exigence. J'ai dit tout à l'heure que vous faites partie de ceux qui ont permis, en tout cas à l'Afrique, de s'installer dans le temps du monde. Et le temps du monde, il n'est pas occidental, il n'est pas asiatique, il est universel. Et l'Afrique doit être à la hauteur des enjeux de l'économie mondiale. Donc, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez entrepris et qui donne espoir et espérance, notamment à la jeunesse africaine. Votre parcours est une université, est une grande école qu'il faut enseigner et qu'il faut transmettre aux jeunes générations. Donc, nous sommes très fiers de vous accueillir dans cette grande communauté et je vous souhaite la bienvenue, Monsieur le Président Directeur Général et chers frères. Merci infiniment, Monsieur Diop, pour ces propos très élogieux sur ma modeste personne et sur mon parcours entrepreneurial. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que je partage aujourd'hui ce parcours avec les étudiants et avec toute cette communauté éducative. C'est plutôt à moi de vous remercier de m'avoir invité, de me donner l'opportunité de passer le message d'une Afrique qui ne peut s'en sortir qu'avec la prise de risque au niveau des entrepreneurs. Merci beaucoup, M. Diop. Merci beaucoup, M. Bali. Donc là, je pense qu'on peut commencer. Donc, on vous laisse la parole. Parfait. Merci à vous. Bonjour, mesdames et messieurs. Mon nom est Moussadek Bali et je préside le groupe Azalai Hotels, qui est un groupe, je pense, M. Fofana vous l'a déjà présenté, qui est un groupe panafricain hôtelier que nous avons fondé il y a maintenant 26 ans à Bamako, en rachetant le Grand Hôtel de Bamako, qui est un hôtel mythique, qui est un hôtel construit en 1952 sous la colonisation française. Alors, auparavant, avant de lancer le groupe Azalai, j'étais déjà un entrepreneur. Et avant de devenir entrepreneur, bien sûr, j'ai fait l'école. Donc, je suis né à Niamey, au Niger, parce que mon père y était installé, il y exerçait son métier de commerçant, parce que sous la Première République au Mali, il y avait un choix, une option économique socialiste qui faisait que les activités économiques privées étaient interdites. Donc, mon père, pour poursuivre son commerce, s'est installé à Niamey et c'est ça qui a fait que je suis né à Niamey, comme d'ailleurs plusieurs de mes frères et sœurs. Et après le coup d'État de 1968, nous sommes revenus nous installer au pays, à Bamako notamment. Donc, j'ai fait mes 3 premières années d'école à Niamey. Ensuite, j'ai poursuivi à Bamako jusqu'au lycée technique de Bamako. Et après, en raison de grève estudiantine et de fermeture des écoles, je suis allé en France où j'ai passé mon bac à Marseille. Et après mon bac, je suis allé aux États-Unis où j'ai fait une école de commerce à l'University of San Francisco en Californie. Et après mon diplôme, je suis rentré au Mali où j'ai travaillé une dizaine d'années dans l'entreprise familiale où nous importions et nous distribuions des denrées alimentaires. Donc, nous étions l'une des plus grosses sociétés de négoce au Mali, mais aussi dans la sous-région. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. J'ai beaucoup appris pendant ces 10 ans, à côté d'un grand coach, un grand mentor, quelqu'un qui m'a toujours inspiré, qui a fait de moi, je dirais, l'entrepreneur que je suis aujourd'hui, feu mon père. Il m'a beaucoup donné, il m'a donné des responsabilités très jeunes, très tôt.
ce qui a fait que je me suis beaucoup trompé. Et ça aussi, c'est l'une des qualités d'un entrepreneur, ne pas avoir peur d'échouer, mais plutôt apprendre de ses échecs. Et donc, pendant 10 ans, j'ai fait cela. Et puis, à un moment donné, je pensais être beaucoup plus utile à mon pays et à mon continent, avoir plus d'impact économique et social, être dans une activité génératrice de valeur ajoutée, créatrice de plus d'emplois, parce que dans le négoce, on brasse beaucoup de chiffres, mais avec une toute petite équipe. Et donc, j'avais commencé à réfléchir à des projets de diversification dans une activité industrielle. Et le hasard faisant les choses, le Mali, au même moment, privatisait beaucoup de sociétés étatiques. Et l'une de ces sociétés possédait les 2 grands hôtels de Bamako, le Grand Hôtel de Bamako et l'Hôtel de l'Amitié. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. Et j'ai vu que c'est une industrie d'abord transversale, qui crée beaucoup d'emplois, qui crée de la valeur ajoutée, et ensuite qui est très mal connue dans nos pays, en tout cas qui n'intéressait pas beaucoup les entrepreneurs locaux. Les quelques hôtels qui existaient dans nos pays étaient souvent construits par les États et gérés par les chaînes internationales. Donc, c'est là que j'ai décidé de créer la Société malienne de promotion hôtelière vers la fin de l'année 93. Nous avons soumissionné à l'appel d'offres de privatisation de cet hôtel-là. Nous avons eu la chance de gagner. Nous avons acheté l'hôtel avec un prêt qui nous a été accordé par la Banque of Africa Mali. Et ensuite, nous avons obtenu un prêt de la SFI, filiale secteur privé de la Banque mondiale, qui nous a fait un prêt d'$1 million pour rénover l'hôtel. Voilà, c'est comme ça qu'est partie l'aventure Azalai. Donc, nous avons fait presque 1 an de travaux. Nous avons ouvert l'hôtel en février 1995. Ma foi, ça a très bien marché. L'État nous a vendu un terrain où on a construit notre 2e hôtel à Bamako, Azalai Hotel Salam, qui est devenu Azalai Hotel Bamako maintenant. Et ensuite, nous avons repris en gestion un 3e hôtel à Bamako. Et 10 ans après notre, je dirais, incursion dans l'industrie hôtelière, en 2004, nous sommes sortis des frontières du Mali. Et là aussi, c'est une leçon que j'ai apprise. Il faut voir grand, il faut avoir de la vision, de l'ambition, mais il faut commencer petit et surtout ne pas se presser. Donc, nous, on a quand même mis 10 ans pour, disons, se faire les dents sur le marché malien, acquérir une certaine visibilité, une certaine renommée, former nos équipes avant de sortir, je dirais, de nos frontières nationales. Donc, en 2004, nous avons soumissionné à l'appel d'offres de privatisation de Azalai de l'Hôtel Indépendance que nous avons rénové. Et voilà, donc on a continué sur cette lancée 2007 en Guinée-Bissau, 2008 au Bénin, 2016 en Mauritanie. On a fait à peu près une 15aine d'années en achetant et en rénovant des hôtels, souvent des hôtels étatiques. Et à partir de là, on a commencé à faire du greenfield, donc acheter des terrains et faire des projets ex nihilo. C'est ça qu'on a fait à Abidjan et où on a ouvert notre hôtel en 2017. Et c'est ça que nous sommes en train de faire à Dakar, en espérant pouvoir ouvrir Azalai Hotel Dakar à la fin de l'année 2021. La pandémie, malheureusement, nous a beaucoup ralenti. Et nous avons 3 autres projets, notamment au Niger, en Guinée-Conakry et au Cameroun. Alors, nous avons donc créé ce groupe et ça fait plus d'1 quart de siècle. Quels sont les enseignements que j'ai tirés de ce parcours entrepreneurial et qui pourraient, je dirais, inciter les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat de façon générale, mais surtout dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie qui nous concerne aujourd'hui. D'abord, j'ai appris que, et ça je le savais, qu'il n'y avait aucune industrie, je dirais, au-dessus de nos capacités, au-dessus de nos moyens.
Quand j'ai rénové le Grand Hôtel, un banquier français m'avait dit que nous, les Maliens, on était des bons et grands commerçants et donc je devais rester dans le négoce et ne pas m'aventurer dans l'industrie du tourisme parce que ça nécessitait beaucoup de capitaux et surtout de l'expertise que nous n'avions pas. J'ai dit très bien, j'ai pas besoin de vous pour me dire c'est quoi ma vision, j'ai juste besoin de vous pour financer le projet. Donc, une aventure entrepreneuriale, ça part d'abord d'une vision. Il faut avoir une vision et avant même la vision, il faut avoir une introspection. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où est-ce que vous êtes? Quelle est votre personnalité? Est-ce que vous voulez vous lancer dans ça? Comme l'a dit M. Diop, c'est un parcours semé d'embûches et d'obstacles, surtout dans nos pays, malheureusement, où on a des environnements, on a des écosystèmes qui sont parfois très lourds et qui ne facilitent pas la création de richesses, la création d'entreprises. Donc, une introspection, parce que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, et ce n'est pas tous les entrepreneurs qui se lancent qui réussissent dans ce parcours-là. Celui qui vous dit cela ne vous dit pas la vérité. Il y a beaucoup d'échecs, ce qui est normal. Dans tout secteur d'activité humaine, il y a des succès et des échecs. Ensuite, une fois que vous avez décidé que oui, vous êtes fait pour le parcours entrepreneurial, c'est avoir la vision, dans quel secteur vous voulez vous lancer, quelle industrie vous choisissez. Je conseille toujours aux jeunes de se lancer dans des industries qui ont un réel impact sur nos pays, sur nos économies, sur nos communautés, qui créent vraiment de la valeur ajoutée, qui créent des emplois. L'agro-industrie est un de ces secteurs, le numérique est un de ces secteurs, l'éducation est un de ces secteurs, parce que sans éducation, on ne peut rien réussir. Il nous faut des ressources humaines de qualité, bien formées. Et j'en toucherai mot avec les écoles hôtelières que nous avons créées. Et une fois que vous avez la vision, vous savez qu'est-ce que vous voulez faire, ben, c'est de mettre en place la stratégie pour dérouler cette vision-là. Comment vous voulez vous développer, où est-ce que vous voulez vous développer. Toute cette stratégie doit être pensée et mise en place. Et après cela, un entrepreneur, c'est aussi un homme orchestre. Moi, au début, je faisais des foultitudes de choses moi-même. Aujourd'hui, je ne les fais plus parce que j'ai une équipe de personnes engagées qui épousent la vision de notre entreprise, ses missions, ses valeurs et qui déroulent cette stratégie. Donc, après la stratégie, ben, il vous faut une équipe. C'est très important. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait une introspection personnelle pour décider ou pas de se lancer dans ce parcours. Une fois que cette décision est prise de se lancer, c'est la vision de l'entreprise, à savoir le secteur, l'activité, dans quoi vous voulez vous lancer. Moi, je me suis lancé dans l'industrie hôtelière, M. Diop s'est lancé dans l'industrie de l'éducation, ainsi de suite. Ensuite, quelle est la stratégie? Comme je vous ai dit, nous, nos stratégies de développement, ça a été d'abord pendant 10 ans de se construire au Mali, de ne pas prendre le risque de sortir et de grandir trop vite. Et c'est après 10 ans seulement qu'on a décidé de sortir du Mali. Donc, nos stratégies, c'était le Mali, ensuite les 8 pays de l'UEMOA et après les 15 pays de la CEDEAO. Et on est sur cette stratégie de développement. Nous avons essaimé dans les 8 pays de l'UEMOA, sauf le Togo, où on n'a pas encore ni d'hôtel ouvert ni de projet. Et maintenant, nous attaquons la CEDEAO avec notre projet en Guinée-Conakry. Et nous espérons aller bientôt en Afrique anglophone, après, bien sûr, que nous ayons digéré cette pandémie qui impacte fortement notre industrie. Et après la stratégie, et pour dérouler cette stratégie, une fois en tout cas que vous avez atteint cette taille-là, c'est de mettre en place une équipe. Et moi, ce que j'ai appris de mon parcours de presque 4 décennies en gestion d'entreprise, c'est qu'il faut vous faire entourer des meilleurs. C'est comme ça qu'on réussit à dérouler une vision. Comme on le dit toujours, seul on va vite, ensemble on va beaucoup plus loin.
Et moi, dès le départ, j'ai compris que j'étais certes formé en tant que financier ayant fait des études supérieures, formé à investir. Je sais faire un business plan, je sais détecter des opportunités, je sais discuter avec des financiers, mais je n'étais pas un hôtelier. Donc, dès le départ, j'ai recruté des très bons directeurs d'hôtel, et notamment le tout premier que nous avons recruté, M. Bertrand Boyer, et son épouse, qui ont fait un excellent travail de pré-ouverture, d'ouverture et surtout de sélection des collaborateurs qu'ils ont formés. Et donc, ceci m'a conforté dans ma conviction que pour réussir, il faut être entouré des meilleurs. Si vous ne connaissez pas un domaine, je rencontre souvent après que nous ayons, disons, vulgarisé l'industrie du tourisme au Mali et dans la sous-région, je rencontre souvent des hommes d'affaires qui construisent des hôtels. Et bon, je dis félicitations, c'est bien, mais qui gère l'hôtel? Ah, c'est moi-même. Ah oui, vous êtes hôtelier, vous savez comment gérer un hôtel? Non, 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 mais je vais gérer. Ben, je dis, vous allez malheureusement échouer, en tout cas, si vous voulez faire quelque chose de pérenne avec un service de qualité. Donc, voilà, faites-vous entourer des meilleurs, sélectionnez les meilleurs. Nous, en Afrique, on a aussi cette pesanteur sociale qui fait que parfois, on tombe, on mélange l'entreprise, qui est quand même un outil moderne de création de richesse et de valeur, et nos us et coutumes et notre société. Là aussi, c'est une erreur qu'un entrepreneur ne doit pas faire. Choisissez les meilleurs. Si le meilleur se trouve dans votre entourage, dans votre famille, tant mieux. C'est souvent pas le cas, malheureusement, mais sinon, allez les chercher ailleurs. Ne mélangez pas votre famille et l'entreprise. C'est deux choses totalement distinctes et différentes. Utilisez votre entreprise pour soutenir votre famille, votre communauté, votre pays, et ne faites pas le contraire. Ça aussi, je l'ai appris dans mon parcours entrepreneurial. Et l'autre chose aussi que j'ai appris, c'est qu'il faut aller à son rythme. Je vous ai dit que nous, on a grandi à notre rythme. On nous a souvent sollicité en Afrique centrale, en Afrique de l'Est. On n'a jamais voulu aller trop loin parce que d'abord, on est dans une industrie chronophage qui consomme énormément de capitaux. Nos projets hôteliers, c'est entre 15 et 25 milliards, donc c'est beaucoup de capitaux à mobiliser. Un projet hôtelier, c'est minimum 3 à 4 ans pour développer, pour trouver les financements, pour construire avec tous les retards qu'on connaît. Et surtout, il faut avoir des ressources humaines de qualité. Et ça, malheureusement, dans notre secteur, c'est très difficile. C'est moins compliqué dans certains pays qui ont un tourisme assez développé, tels que le Sénégal ou le Maroc ou le Kenya, où vraiment il y a une formation, mais dans d'autres pays, c'est plus compliqué. D'où d'ailleurs notre décision de créer des centres de formation au métier de l'hôtellerie. On a créé 2 déjà, au Mali et au Burkina Faso, où on recrute des jeunes qui ont un niveau BEPC et pendant 1 an, on les forme par alternance, la moitié du temps à l'école et l'autre moitié en stage dans les hôtels, les restaurants, dans les missions diplomatiques, dans les salons d'aéroport. Et au bout d'1 an, ils sortent et leur insertion professionnelle est quand même beaucoup plus facile parce que jusqu'à la pandémie, presque 90% des élèves qui sortent de nos écoles arrivent à s'insérer sur le marché du travail. Voilà, donc on me dit souvent quels sont les principaux obstacles auxquels vous avez été confrontés dans le parcours de Azalai. Je dis toujours, d'abord, le premier, ça a été le foncier. Malheureusement, dans nos pays, en tout cas dans la plupart des pays africains, certains pays ont compris, tels que le Maroc, le Kenya, l'Afrique du Sud, ils ont fait des développements fonciers, ils mettent à la disposition des développeurs des terrains à des coûts abordables et ces développeurs construisent leurs hôtels. Dans la plupart des pays, nous achetons malheureusement le terrain au privé à des coûts exorbitants, des coûts très très élevés. C'est le cas du projet à Dakar, par exemple. Ensuite, une fois que vous avez franchi cet obstacle du foncier, c'est bien sûr mobiliser les financements. L'industrie du tourisme bénéficie de financements à des coûts souvent élevés
et à des maturités très courtes. Vous savez, en Europe, aux États-Unis, vous avez une industrie du tourisme qui est très bien organisée, compartimentée. Vous avez des spécialistes du développement, vous avez des spécialistes de la gestion des infrastructures, vous avez des financiers et vous avez des opérateurs hôteliers qui viennent, qui gèrent les hôtels avec leur marque. En Afrique, un hôtelier, il fait tout ça. Il cherche un terrain ou il cherche un hôtel à racheter, il cherche le financement, il gère le chantier pendant 3-4 ans et il gère l'hôtel avec sa marque. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se développer aussi rapidement parce que ça prend beaucoup de temps et ça prend énormément de capitaux. Et donc, pour que le tourisme et l'hôtellerie vraiment se développent beaucoup plus rapidement que ce qu'on voit aujourd'hui, il faudrait vraiment professionnaliser, compartimenter l'industrie. Il faudrait qu'il y ait des spécialistes en développement, des gens dont le métier est de construire des infrastructures touristiques. Ensuite, une fois que c'est construit, ces infrastructures touristiques sont la propriété de foncières, comme on voit aux États-Unis, en Europe, dont le métier est justement d'avoir dans leur portefeuille des infrastructures parce que ces foncières-là disposent de financements à très long terme, 20-25 ans, à des taux très réduits. Donc, ça leur permet d'être propriétaires de ces infrastructures et de tirer des revenus locatifs de ces infrastructures. Ensuite, il faut développer les métiers de gestionnaire de ces infrastructures, ceux qui s'occupent de s'assurer que les infrastructures sont bien gérées, sont bien maintenues et reçoivent bien sûr une redevance de la part de ces foncières-là pour gérer leurs infrastructures. Et puis, en bout de chaîne, il y a les professionnels de l'hôtellerie, du tourisme, des agences de voyage, qui, eux, leur métier, c'est de rentabiliser ces infrastructures touristiques en payant des loyers aux foncières. Moi, en tout cas, c'est le message que je lance aux décideurs politiques, aux banquiers, aux financeurs, mais aussi à tous ceux qui veulent se lancer dans l'industrie du tourisme, qui est une industrie extrêmement importante. C'est la toute première, d'ailleurs, aujourd'hui dans le monde. C'est à peu près 10% du PIB mondial. C'est 120 millions d'emplois. C'est 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est vraiment une industrie extrêmement importante. Et pour nos pays en développement, c'est d'autant plus important que c'est une industrie qui crée encore beaucoup d'emplois. Ce n'est pas demain la veille que quelqu'un va visiter le Sénégal en cliquant sur Zoom. Donc, ça crée énormément d'emplois et on sait, Dieu seul sait qu'on a besoin de ces emplois sur le continent africain. Il nous faut créer chaque année entre 20 et 30 millions d'emplois pour absorber la poussée démographique que nous avons sur notre continent. Et l'industrie est très certainement, l'industrie du tourisme est très certainement l'industrie qui va créer ces emplois-là. Et aussi, bien sûr, dans tout cet écosystème, il nous faut des écoles comme le groupe Telma pour former les professionnels qui vont gérer toutes ces infrastructures hôtelières. Donc, ça fait un ensemble cohérent où chacun joue son rôle. Nous, pendant 26 ans, on a joué tous les rôles et maintenant, le groupe Azalai essaye d'aller maintenant vers, disons, la gestion d'infrastructures pour compte de tiers. On ne peut plus continuer à se développer en étant développeur, propriétaire des murs et gestionnaire hôtelier. C'est simplement pas possible de continuer comme ça parce que ça nécessite énormément de capitaux. Et donc maintenant, nous avons créé une société de patrimoine et une société de gestion hôtelière pour justement pouvoir développer davantage le côté service aux professionnels. Voilà très rapidement ce que je peux dire sur ma modeste personne, sur mon parcours académique, sur mon parcours entrepreneurial. L'autre jour, je donnais une interview à une chaîne et on me posait la question de savoir si j'ai des regrets. Je n'ai absolument aucun regret. J'ai bien fait mon introspection et je suis heureux, je dirais, d'avoir fait ce parcours, d'avoir créé presque 4000 emplois directs et indirects. Et comme M. Diop l'a dit, d'avoir donné quand même cette fierté aux Africains et surtout aux jeunes Africains
et cette certitude aux Africains que nous ne sommes pas les cancres de l'humanité, d'accord? Nous naissons avec le même cerveau que tout humain et que l'Afrique se fera avec les Africains et que justement, c'est en entreprenant que nous allons développer notre continent, nos différents pays. Et c'est en entreprenant que nous allons donner plus d'assurance aux jeunes pour qu'ils restent sur le continent au lieu d'être tentés par l'immigration clandestine et aller mourir en mer ou dans le désert. Et c'est en donnant des exemples et en étant exemplaires aussi dans la gestion de nos entreprises, avec du professionnalisme, de la rigueur, avec de la vision, avec un investissement constant dans la formation des ressources humaines. Je suis aujourd'hui convaincu que ce n'est que comme ça que l'Afrique va sortir, je dirais, de ce sous-développement et va tenir sa place et toute sa place dans le concert des nations. Encore une fois, merci de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux étudiants et au public. Merci beaucoup, M. Bali, donc pour votre présentation. On ne peut qu'être admiratif devant votre parcours, que ce soit le parcours académique, que ce soit le parcours professionnel. On a noté beaucoup de choses vraiment sur votre parcours. Vous avez fait l'historique du groupe Azalai. Vous avez parlé de cette industrie-là, de l'industrie hôtelière. Vous avez parlé donc de vos projections. Vous avez parlé également de votre vision, des leçons que vous avez apprises également, de l'importance de la formation dans ce secteur-là. Ensuite, vous avez également parlé des obstacles et vous avez également donné beaucoup de conseils en fait à notre public. Donc aujourd'hui, on est vraiment ravis. Nous sommes aujourd'hui 92 participants sur cette plateforme-là. Donc c'est vraiment pour vous dire la réussite de cette conférence. Et donc là, actuellement, on a 7 questions que je vais vous lire en fait qui sont dans le chat. Donc, la première question, c'est une question de M. Christophe Odifax. Christophe Odifax, qu'on remercie au passage qu'il est intervenant tellement. Donc, il demande en fait quelles sont les projections du groupe Azalai quant à un retour au TO et PMC de 2019 avant la crise de la COVID-19. Donc, ça, c'est sa première question. Et sa deuxième question, quels sont en fait les fondamentaux du savoir-être pour que nos étudiants puissent être recrutés en fait dans votre groupe. Donc, je vous laisse peut-être répondre avant de passer aux autres questions. Merci bien, monsieur pour ces questions-là. Je le salue d'ailleurs au passage. C'est un grand professionnel de notre industrie. Malheureusement, j'ai pas la boule de cristal. On ne fait que des prévisions. Je pense que toutes les prévisions s'accordent à dire que 2021 sera encore une année difficile pour notre industrie. Nous n'allons certainement pas revenir au TO, au REFPAR et puis au PMC que nous connaissions avant la pandémie, ça c'est clair. Et je ne pense même pas qu'on va le revoir en 2022. Je pense que 2021 sera une année de consolidation de la reprise et on va plutôt peut-être tabler sur 2022. En tout cas, nous, c'est ça, ce sont nos prévisions. Je ne pense pas que nous allons avoir une reprise en forme de V. Je pense que ce serait plutôt une reprise en forme de U. Le bas du U est en 2021 et puis doucement, nous allons remonter en 2022. Ceci dit, et c'est important de le signaler ici, je pense que notre industrie va devoir se réinventer. Cette pandémie va laisser quand même des traces et je pense que les gens vont avoir de nouvelles habitudes de voyage. On l'a vu lorsque l'insécurité s'est installée dans notre zone. Il y a des nouveaux critères qui se sont installés dans, je dirais, le spectre des critères de choix des voyageurs. Avant, c'était localisation, par exemple, de l'hôtel. Est-ce qu'Internet marche bien?
Après, ça a été d'abord, est-ce que l'hôtel est sécurisé? Ensuite, localisation et Internet. Et maintenant, je pense que ça va être, est-ce que l'hôtel est sécurisé sur le plan sanitaire, Covid-free? Il y a déjà des labels qui commencent à sortir. Donc, je pense qu'il va falloir s'habituer à de nouvelles habitudes. Je pense que l'industrie du voyage d'affaires, qui est d'ailleurs, nous, Azalai, notre cible première, à mon avis, va perdre un peu de son volume parce qu'on se rend compte, et la preuve, je fais une conférence via Zoom, on se rend compte quand même qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire sans se déplacer. Donc, je pense que le voyage d'affaires, à mon avis, ne va pas retrouver les 100% de son volume d'avant Covid. Par contre, les voyages de tourisme, je pense, va récupérer beaucoup plus rapidement que les voyages d'affaires parce qu'à un moment donné, les gens en auront marre d'être confinés et ils voudront voyager. Et je pense, on commence déjà d'ailleurs à avoir des réservations pour l'été prochain. Donc, pour répondre, je vois 2021 comme une année qui va être encore difficile et une reprise progressive à partir de 2022. Les fondamentaux pour les étudiants qui nous regardent, qui nous écoutent, vous savez, dans toute chose, il faut être passionné. Moi, je suis un passionné de l'entrepreneuriat. J'ai créé plusieurs entreprises. C'est vrai que depuis 25 ans maintenant, je me concentre que sur Azalai parce que ça prend beaucoup de temps et d'efforts et surtout beaucoup de capitaux. Mais il faut être passionné. Donc, si vous avez décidé de vous lancer dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, c'est que vous avez fait votre introspection et vous avez décidé que c'est dans cette industrie que vous voulez vous investir parce que ça correspond à votre personnalité, aux qualités que vous avez. C'est une industrie de service d'abord. Donc, ça veut dire que vous créez le service lorsque le client est devant vous. Je dis toujours ça à mes collaborateurs. C'est pour ça que c'est une industrie qui est exigeante parce que si vous êtes dans l'industrie manufacturière, vous, je sais pas moi, vous fabriquez ce stylo-là, il y a un contrôleur de qualité qui passe derrière. Si ce n'est pas bien fabriqué, on met ça de côté, vous fabriquez un autre stylo. Quand le client est devant vous, à la réception, au restaurant ou dans sa chambre, c'est à ce moment que vous fabriquez le service. Donc, vous n'avez souvent pas droit à l'erreur. C'est pour ça que c'est une industrie qui est très exigeante. C'est pour ça que la formation, et je félicite tellement d'avoir créé cette école-là dans notre industrie, la formation est quelque chose de très important, surtout la formation de base et ensuite, pour ceux qui veulent aller plus loin, la formation académique supérieure. Donc, il faut être passionné. Malheureusement, souvent, les jeunes viennent à l'hôtellerie, au tourisme de passage. Ils se disent, je vais travailler dans un hôtel, je vais travailler dans un village de vacances ou dans une agence de voyage. Je me fais un peu d'argent et après, je ferai autre chose. Et c'est pour ça qu'on voit quand même que souvent, la qualité n'est pas. Donc, il faut aimer, il faut se former, il faut apprendre. Il faut surtout aimer être au contact des gens. Si vous n'avez pas cette qualité, ne venez pas de cette industrie-là. Ne pas avoir peur de gens parce que, comme je l'ai dit, c'est une industrie de service et vous fabriquez le service au moment où le client est devant vous. Donc, il faut aimer le client, il faut aimer le service, il faut aimer le métier. Et ça, j'avoue que dans certains pays, la transition est plus lente. Je me réjouis de voir, et je tiens à signaler cela, qu'on voit de plus en plus le genre féminin dans notre industrie. Et j'ai la faiblesse de croire que dans l'industrie du service, elles ont un peu plus de qualité que le genre masculin. Et je pense que Mme Diop est d'accord avec moi. Merci beaucoup, M. Bali. Donc, nous avons une troisième question. Quelle est la place du digital au sein du groupe Azalai Hotels? Alors, nous, le digital a toujours occupé une place importante. On a toujours utilisé, par exemple, des PMS. Aujourd'hui, on est en train de généraliser le PMS Opera, qui est le leader mondial dans notre secteur, dans tous nos hôtels. Avant ça, on a utilisé d'autres PMS tels que Fidelio ou Otix,
dans nos tout premiers hôtels, on a utilisé Otix. Donc, on est dans une industrie, en tout cas pour ceux qui veulent faire un travail professionnel, où on utilise beaucoup de logiciels, aussi bien en front qu'en back. Mais un des grands changements que la pandémie va apporter ou apporte déjà, c'est qu'il va falloir accélérer le rythme de digitalisation. Parce que, comme je l'ai dit, les habitudes de voyage vont changer, les critères de choix des hôtels, des villages de vacances vont changer, et tout ce qui est contactless, par exemple, va avoir de l'importance dans nos hôtels, et on y réfléchit, avoir le minimum de contact avec les collaborateurs de l'hôtel. Donc ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer, qui va se développer. Mais aussi tout ce qui est communication. Nous, aujourd'hui, on est en train de créer Azalai 2.0. On a des personnes qui travaillent sur Azalai 2.0. On a fait une refonte complète de notre système de réservation avec un des leaders mondiaux, Amadeus. On a fait une refonte récemment de notre site, toujours avec Amadeus. On vient de lancer la carte nomade, qui est notre carte de fidélité, qui est désormais disponible sur notre site Internet, mais aussi vous pouvez appeler les hôtels Azalai et vous enrôler à la carte nomade. Nous faisons beaucoup de communication sur les réseaux sociaux parce qu'on a une population qui est très jeune, notre clientèle est de plus en plus jeune et elle utilise beaucoup les réseaux sociaux. Voilà, le digital occupait une place de choix. Le digital va occuper une place encore beaucoup plus cruciale et ça fera une différenciation, il y aura une différenciation entre les différents acteurs de notre industrie, entre ceux qui auront compris cela et investiront dans le digital et ceux qui vont rester, je dirais, un peu en marge du digital parce que non seulement c'était déjà une tendance qui était là, de digitaliser le maximum de choses, de minimiser le contact humain. Mais avec la pandémie, à mon avis, le rythme va s'accélérer et Azalai n'échappe pas à ça. Merci beaucoup, M. Bali. Donc, nous avons une autre question de Samba Diop. Samba Diop qui demande tout simplement quelle est la politique de recrutement mise en place par le groupe Azalai pour la diaspora africaine afin de faire revenir donc cette élite-là en Afrique et de participer au développement du continent. Très bonne question. Et, comme je vous l'ai dit, la qualité des ressources humaines, l'acquisition de compétences, la fidélisation de compétences a toujours été, dans notre plan stratégique, a toujours eu une place importante. Parce que comme je l'ai dit tantôt, on est une industrie de services. Ce sont des hommes et des femmes qui produisent le service que nous vendons à nos clients. Et donc, on a toujours beaucoup investi dans la formation. On a un pourcentage de notre chiffre d'affaires qu'on investit chaque année en formation continue. Et d'ailleurs, c'est une partie de ce budget que nous prenons chaque année pour investir dans les centres de formation, dans nos 2 écoles hôtelières que nous finançons sur nos fonds propres. C'est nous-mêmes qui finançons ces écoles-là. Et dès le départ, lorsque nous avons eu une certaine visibilité, nous avons commencé effectivement à avoir des candidatures spontanées de professionnels de la diaspora. Moi, je dis toujours aux Africains, lorsque vous n'avez pas les compétences, allez les chercher ailleurs. C'est ça que moi j'ai fait. Mes tout premiers directeurs, mes tout premiers chefs de service, en tout cas les services stratégiques, j'ai importé des compétences de l'Europe, parfois du Canada, pour apprendre. Mais j'ai toujours dit, ma vision du groupe Azalai, c'est une chaîne hôtelière panafricaine qui gère ses hôtels avec les standards internationaux, mais avec une âme africaine, une hospitalité africaine et avec des ressources humaines africaines. Et c'est cette vision que nous avons poursuivie pendant ce quart de siècle-là. Aujourd'hui, toutes nos compétences, tous nos directeurs, toutes nos ressources humaines sont africaines et on a de plus en plus, effectivement, d'Africains de la diaspora qui rentrent, qui nous rejoignent, qui souvent d'ailleurs viennent de grands groupes ou de petits groupes.
Monsieur Fofana, d'ailleurs, qui est là aujourd'hui, a amené l'exemple vivant parce que c'est un Malien de la diaspora en France, a passé quasiment toute sa vie là-bas, a travaillé tout son parcours professionnel, il l'a fait dans le groupe Accor. Et à un moment donné, il a voulu rentrer dans son pays, sur son continent, et il a trouvé, je pense, une famille accueillante avec Azalai. Donc, je pense que le retour de la diaspora, pour moi, dans tous les domaines, est un atout considérable pour le continent africain parce que c'est quand même des frères et des sœurs qui ont connu d'autres environnements de travail, qui ont eu d'autres parcours académiques, qui viennent avec un autre état d'esprit, souvent, je dirais, décomplexé, et qui peuvent apporter et qui peuvent venir s'associer aux compétences locales que nous avons déjà, qui sont aussi d'excellentes compétences. Et je crois que l'addition de ces deux-là, à mon avis, va permettre aux entreprises africaines d'aller au next step. En tout cas, nous, on recrute beaucoup. Ces derniers temps, on a recruté un nouveau DRH en la personne de M. Fofana, qui vient de la diaspora, un nouveau directeur financier aussi qui vient de la diaspora. On a beaucoup de directeurs d'hôtel, directeurs et directrices d'hôtel qui sont des Africains de la diaspora, qui ont travaillé dans des grands groupes et dans des petits groupes en Europe qui nous ont rejoints. Merci beaucoup, M. Bali. Là, j'ai une question de Gisèle. Donc, Gisèle qui est étudiante à Batel Rwanda. Donc, je voudrais juste vous souligner que nous avons invité des étudiants de Batel Rwanda. Donc, Gisèle qui voudrait tout simplement savoir si elle pouvait faire un stage chez vous et quelles sont les exigences. Ah oui, avec grand plaisir. Elle peut adresser à M. Fofana sa 1257. 1257. Pardon. Ah, ok. Elle Oui. peut adresser sa demande de stage à M. Fofana et M. Fofana organisera son stage. Je pense aussi que c'est notre rôle. Nous sommes une entreprise citoyenne. Quand je me suis connecté, j'entendais M. Fofana parler de notre programme RSE, qui est un programme très ambitieux. Il y a non seulement les écoles que nous créons pour donner une formation de base, mais il y a beaucoup d'autres activités. Et l'une des activités que nous menons dans nos programmes RSE, c'est par exemple de donner des bourses à de brillants étudiants qui sont dans des écoles de commerce, qui d'ailleurs souvent ne sont pas dans notre industrie, mais qui sont dans des écoles de commerce qui viennent de milieux défavorisés, mais parce que ce sont des étudiants brillants, nous les accompagnons. Donc, nous prenons aussi des stagiaires et nous serons très ravis d'avoir cette étudiante, surtout qui vient d'un réseau d'écoles, Batel, qui est un réseau qui est bien connu, qui fait du bon travail dans la formation des professionnels de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, M. Bali. Donc, nous avons également une question qui nous vient de M. Ahmed Lo. Ahmed Lo qui nous suit depuis la page Facebook de Telma. Je rappelle que la conférence est diffusée actuellement en direct sur la page de Telma Business School. Donc, M. Lo qui voudrait savoir quelle est la part de l'industrie hôtelière dans le PIB du Mali. Alors, au Mali, les dernières statistiques que j'avais, c'est vrai que ces dernières années, malheureusement, ça a énormément chuté. Je crois qu'on était autour de 4%, 4-5% si ma mémoire est bonne, mais on peut vérifier cela après. De façon globale, l'industrie hôtelière dans le PIB mondial, c'est 10%. Mais en Afrique, malheureusement, ce n'est pas aussi élevé que sur les autres continents, tels que le continent européen, asiatique et américain. Parce que le tourisme est une industrie, je dirais, capitale. Quand on écoute les politiques, ils vous disent toujours que le tourisme fait partie de nos priorités parce que ça crée beaucoup d'emplois. Mais malheureusement, dans les actes, on ne retrouve pas cela. J'ai parlé tantôt de la difficulté d'obtenir du foncier, la formation. Nous, ce que nous faisons, normalement, ce sont les États qui doivent le faire. Les États n'investissent pas dans la formation.
Et puis surtout, ce qui freine le développement du tourisme, du voyage sur le continent, c'est qu'on a un ciel qui n'est pas ouvert. Donc, on a très peu de compagnies aériennes, malgré que nous avons signé des accords. L'accord de libéralisation du ciel africain qui avait été signé à Yamoussoukro en 92 n'a jamais été respecté. Là, on a un nouvel accord qui a été signé il y a 2 ans, sous l'égide d'ailleurs du président Kagame. Normalement, toute compagnie aérienne africaine peut aller et se poser sur n'importe quel aéroport en Afrique. J'espère que ça va être respecté, parce que tant que nous n'aurons pas un ciel africain totalement ouvert, ce qui va faire baisser les coûts. Vous savez, si moi, je dois vous rendre visite à Dakar, je paierai un billet à presque 300 000 francs CFA. Et je peux aller à Paris ou à New York pour le même prix ou même moins cher. J'ai un projet à Niamey. Si je veux aller visiter mon projet, Bamako-Niamey, ça me coûtera plus de 500 000 francs CFA, presque 1 000 €. Avec 1 000 €, je peux aller jusqu'à New York avec même 500 €. Donc, ça fait que voyager en Afrique est cher, très cher. Ensuite, l'autre frein à l'augmentation du chiffre d'affaires du tourisme en Afrique, c'est que nous avons 54 pays. L'Afrique est un continent morcelé, malheureusement. Je rêve du jour où on aura une USA, United States of Africa, où il y aura peut-être 54 régions, chaque région dirigée par un gouverneur de région, mais qu'on aura un seul État fédéral. Ça veut dire que moi, le Malien, je peux, avec mon passeport, aller dans les 53 autres pays sans visa, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors que quand vous allez en Europe, vous avez un visa Schengen. Un touriste qui vient de l'Asie, il veut visiter l'Europe, il prend un visa Schengen, il visite tous les pays qui sont membres de Schengen. Et nous, quelqu'un qui veut visiter le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina, il faut prendre un visa par pays. Donc, tout ceci fait que le pourcentage de l'industrie du tourisme dans le PIB africain n'atteint pas les 10%. Ça dépend des pays. Il y a des pays qui ont su développer. C'est le cas du Maroc, le Kenya, l'Afrique du Sud, l'Égypte. Et même le Sénégal a fait de gros efforts. Mais on n'atteint pas encore les 10%, comme c'est le cas en Asie, en Europe et en Amérique. Et vraiment, tant qu'on ne va pas lever ces contraintes-là, la cherté du voyage, surtout le voyage aérien, les visas, et aussi développer des infrastructures à moindre coût avec un financement, et aussi investir massivement dans la formation, l'éducation et la formation pour qu'on ait des ressources humaines de qualité, ben, l'Afrique va traîner. Hein. On accueille environ 70 millions de touristes sur le continent africain. Dernière statistique que j'avais, 70 millions. La France, à elle seule, elle accueille 80 millions par an. C'est pour vous dire le chemin que nous avons. Il y a plus de chambres d'hôtel aux standards internationaux à Dubaï que dans toute l'Afrique au sud du Sahara, excepté l'Afrique du Sud. Donc, c'est pour vous dire le chemin que nous avons à parcourir. Mais si nous faisons tout ça, moi, je pense que l'Afrique peut même aller, le tourisme peut aller même jusqu'à 15% du PIB africain, parce que quand même, on a le plus beau continent, on a les plus beaux paysages du monde, mais on ne l'exploite pas bien. Donc, merci encore une fois de plus, M. Bali. Donc là, nous avions donc dit 11h30. Donc là, il nous reste 8 minutes. Nous ne voudrions pas non plus empiéter sur votre agenda. En tout cas, il y a énormément de questions. Hein. C'est normal, c'est vraiment donc la passion et également donc, votre personnalité qui fait qu'il y a beaucoup de questions par rapport également à l'enjeu du débat. Il nous reste en tout cas 8 minutes. Donc, je vais peut-être poser les quelques questions qu'on puisse quand même vous libérer. Donc, je sais que vous avez un agenda qui est très chargé. Donc, notre président également et donc tous les auditeurs qui nous suivent également. Donc, l'autre question, c'est une question de M. Samb, Djadji Samb, qui est intervenant tellement dans le domaine de l'hospitality. Il voudrait savoir tout simplement quel est le modèle de commercialisation du groupe Azalai. Alors, nous, on a 2 canaux.
On a une commercialisation directe, donc on a des équipes commerciales. Chaque hôtel a son équipe commerciale, chapeautée par une direction marketing et commerciale et une direction des ventes. Donc, nous faisons du porte-à-porte sur le terrain, nous faisons des sales blitz, nous faisons des approches directes. Donc, ça, ce sont les équipes sur le terrain qui font ça. Et de plus en plus aussi, nous faisons de la commercialisation digitale dans tout ce qui est emailing, tout ce qui est réseaux sociaux. Et puis, nous passons par les OTA. Donc, d'ailleurs, nous venons de... Donnez-moi une seconde, je vais brancher mon chargeur. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, excusez-moi. Donc, je disais que nous faisons aussi, nous passons par les OTA. Et d'ailleurs, notre ambition en termes de commercialisation, c'est aujourd'hui, nous avons, je dirais, sur notre chiffre d'affaires, nous avons moins de 5% qui passent par le digital, qui passent par les OTA. Et l'ambition, vraiment, c'est d'augmenter cela, d'avoir de plus en plus de ventes online avec des OTA, par exemple. Avec Amadeus, nous sommes maintenant sur plusieurs plateformes. Et donc, notre ambition dans le futur, c'est effectivement, aujourd'hui, le plus gros, c'est des ventes directes. Et notre ambition dans le futur, et il y a toute une équipe qui travaille là-dessus, c'est d'accroître la part de la vente digitale. Même si c'est vrai que ça coûte plus cher parce que les commissions quand même sont plus élevées, mais nous nous inscrivons dans la réalité du monde d'aujourd'hui qui veut que c'est un monde qui est de plus en plus virtuel. D'accord, merci beaucoup encore, Monsieur Bali. Je pense qu'on va peut-être prendre une dernière question avant de passer la parole à Madame Diop pour conclure cette belle conférence que nous vivons. J'ai juste en fait une question d'un étudiant Telma, donc Jean-Daniel Ibenga Kula, qui demande en fait quels sont les challenges que le secteur hôtelier devra affronter pour rehausser le chiffre d'affaires dans les pays de l'Afrique. Les challenges, j'en ai touché mot en fonction de la région où on se trouve. On a le challenge, le choc sécuritaire, qui est très prononcé dans les pays du Sahel, mais malheureusement, on voit que ça commence aussi à aller vers les pays de la côte, malheureusement. Donc ça, c'est un choc auquel on fait face. Il va falloir, d'une façon ou d'une autre, trouver une solution pour que l'insécurité puisse cesser, parce qu'on ne peut pas se développer dans ce climat d'insécurité. Ensuite, il y a le choc sanitaire. Avant, c'était Ebola, maintenant nous avons COVID-19. Apparemment, d'après les scientifiques, on va devoir vivre avec ce virus-là qui va devenir une sorte de grippe. Et espérons aussi que l'Afrique va accélérer son rythme de vaccination. Je me réjouis de voir que des pays commencent déjà, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana ont commencé à vacciner. C'est une bonne nouvelle pour notre industrie, cette vaccination. Je pense que ça va rassurer les voyageurs et ça va rassurer les gens une fois qu'ils sont vaccinés, une fois qu'ils savent qu'ils vont dans des pays où il y a la vaccination. À mon avis, ça va nous aider à récupérer assez rapidement. Et puis, il y a aussi les challenges, le choc des instabilités politiques. Vous avez vu ce qui s'est passé au Niger avec la contestation des élections. Chez vous, il y a un peu de grabuge politique. Tout ceci n'est pas très bon pour le tourisme. Le tourisme a besoin de calme, le tourisme a besoin de sérénité, le tourisme a besoin de paix. Les gens ne vont pas dans des pays où il y a de l'instabilité politique. Les gens ne vont pas dans des pays où il y a des guerres civiles, où il y a du terrorisme. Donc ça, ce sont les challenges vraiment qui sont devant nous, devant l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie. J'espère que petit à petit, on va pouvoir les surmonter
J'espère que la paix va revenir dans les pays où il n'y a pas la paix, tels que les pays du Sahel, mon propre pays, le Mali, qui est en guerre depuis une dizaine d'années. J'espère que de plus en plus, on verra des processus électoraux démocratiques sans contestation, sans que des gens aillent dans la rue casser tout ce qu'ils peuvent casser, parce que ça aussi, ça fait fuir les voyageurs et les touristes. Et puis, il y a les autres challenges maintenant qui sont plutôt économiques. Il faut vraiment que nos politiques aient des vraies politiques de développement de l'industrie touristique, que le foncier soit disponible, c'est-à-dire des zones aménagées où on vend aux développeurs à des coûts économiques abordables. Il faut qu'on ait des financements. Il faut qu'on ait des financements en grande quantité et à des coûts abordables. Et puis, il faut une politique volontariste de développement des ressources humaines. Je pense que si on arrive à surmonter, à affronter ces challenges-là, moi, je pense que le tourisme peut apporter énormément à notre continent. Merci beaucoup, M. Bali. Je pense qu'il est presque l'heure. Nous avons quand même la chance d'avoir parmi nous donc le conseil technique du ministre du Tourisme sénégalais. Donc, il souhaiterait intervenir. Donc, Aliou Gningue. Oui, bonjour. Je voulais donc vous saluer, Amat, saluer le président directeur général, M. Diop, mais aussi la directrice de Telma, Mme Diop. Saluer surtout notre invité, mais aussi tous les participants à cette rencontre. Je vais juste me présenter très rapidement. Je suis, comme vous l'avez dit, conseiller technique du ministre du Tourisme et des Transports aériens du Sénégal. J'étais le responsable du crédit hôtelier et touristique jusqu'à la semaine dernière. Et là, je passe pour aller présider le comité de gestion du crédit du transport aérien. C'est deux crédits qu'on a créés. Donc, on avait déjà créé le crédit hôtelier. Et après, maintenant, là, donc, pour développer aussi le secteur du transport aérien, on a créé le crédit du transport aérien. Donc, j'ai basculé depuis la semaine dernière au niveau donc, du crédit du transport aérien pour le développer aussi. Je pense qu'on a suffisamment fait pour le crédit hôtelier aujourd'hui. Je vais y revenir peut-être très rapidement. J'ai fait aussi une formation en tourisme. J'ai un MBA en management du tourisme et de l'hôtellerie à l'École supérieure de gestion de Paris. J'ai été le directeur de la station de Sali. Et je pense que M. Bali, c'est vraiment un exemple. Nous le suivons très bien. Nous suivons aussi les projets qu'il a au niveau du Sénégal. Je pense que c'est en 1998 que Virginie Luc avait sorti un livre qui est aujourd'hui une référence par rapport au développement d'accords qui disait que impossible n'est pas français. Je pense qu'on peut faire la même comparaison aujourd'hui avec le groupe Azalai, parce qu'il faut le reconnaître, c'est une fierté pour l'Afrique, surtout pour l'Afrique de l'Ouest, où il n'y a pas encore donc des groupes hôteliers de dimension plus ou moins même continentale ou internationale. Je pense qu'il faut vraiment encourager M. Bali, vraiment, mais aussi donc le soutenir pour ce qu'il est en train de faire, parce que je pense qu'il réussit. Je sais qu'il a fait beaucoup de choses, mais ses ambitions dépassent largement ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Je pense que ça peut être vraiment un exemple pour beaucoup d'Africains pour se dire qu'effectivement, les choses sont possibles. Il est vrai que c'est difficile, ça il faut oser le dire, parce que je pense qu'il l'a dit lui-même, il connaît très bien l'environnement hôtelier. Il l'a noté, je pense, je vais revenir sur juste 3 points qui me semblent être très importants. C'est d'abord le foncier. Je pense que c'est une réalité aujourd'hui. Nous, au Sénégal, on a essayé de le faire. Au niveau de la station de Sali, par exemple, dans les années 75, c'est ça qui a amené la création de la station de Sali, où on avait un foncier aménagé pour le mettre à la disposition donc, des investisseurs hôteliers. Malheureusement, force est de reconnaître que le plan qu'on avait au niveau du Sénégal pour développer le foncier aménagé partout dans le Sénégal, on ne l'a pas réussi, ce qui a fait que depuis 1975, il n'y avait que cette station de Sali. Ensuite, bon, on a commencé aujourd'hui à avoir de nouveaux projets vers Pont-Sarène, Bodienne, au niveau des îles du Saloum.
mais force est de reconnaître que c'est très lent. Et surtout, malheureusement, ça fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir du foncier, alors que dans les années 75, c'était plus facile si effectivement on avait respecté le schéma d'aménagement touristique qu'on avait au Sénégal. La deuxième chose, c'est les ressources humaines, ça il faut le dire. Aujourd'hui, on a ce problème. Et surtout, moi, là où j'insiste, c'est qu'il faut la formation des formateurs. Parce qu'au niveau des écoles, au niveau du Sénégal, malheureusement, il y a beaucoup d'écoles, mais malheureusement, il n'y a pas de qualité. Et quand vous n'avez pas des formateurs qui sont de qualité, effectivement, vous ne pouvez pas avoir donc des formés qui sont de qualité. Je pense que c'est l'occasion aussi de féliciter Thelma pour ce qu'il est en train de faire. Je pense que c'est extrêmement important. Donc, vraiment d'insister sur cette formation, mais surtout sur la formation des formateurs. Et je pense que la dernière chose qu'il a dit par rapport à tous ces obstacles, c'est le financement. Ça, c'est extrêmement important. C'est dans ce cadre que nous, au niveau du ministère, on a mis en place donc, ce crédit hôtelier depuis 2017. C'est moi qui le gérais depuis 2017 jusqu'à, donc, je l'ai dit la semaine dernière. Et je pense parce que le problème du financement pour le tourisme, c'est que souvent, c'est des projets, vous l'avez dit, M. Bali, donc au moins 3 ans pour construire un hôtel. Donc, il faut des crédits où la maturité est assez longue. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que des banques commerciales et donc, on le sait souvent, c'est une maturité assez courte. Mais aussi, les taux d'intérêt sont très élevés, mais aussi surtout les différés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau du crédit hôtelier, on a donc un crédit où la maturité est de 8 ans. Et aujourd'hui, on est en train de discuter par rapport aux 50 milliards qu'on doit mettre à la disposition donc du secteur privé du Sénégal pour aller jusqu'à donc 12 ans avec un taux d'intérêt de 3,5%, maximum 5%, et avec des différés donc de 2%, de 2 ans du moins. Donc, ce qui va permettre véritablement donc, à ces hôteliers, voilà. Donc, je pense que c'est assez long. Hein? Bon, je vais juste résumer peut-être. Voilà, si tu penses, voilà, je vais juste résumer pour dire tout simplement que par rapport maintenant à la stratégie, c'est là où je vais finir. Je suis très heureux de constater que M. Bali a vraiment compris dans la stratégie de développement donc de son groupe. Aujourd'hui, on ne peut plus continuer à investir donc dans les murs, dans le foncier, etc. pour un hôtelier. Je pense que c'est extrêmement important si effectivement le groupe Azalai veut effectivement se développer, de pouvoir réorienter sa stratégie de développement pour aller vers l'essentiel, c'est-à-dire l'exploitation donc des hôtels. Malheureusement, je vous l'avais dit, aujourd'hui, c'est un secteur qui n'est pas développé, mais c'est à nous, en tout cas politique, de pouvoir donc vraiment insister là-dessus pour créer l'environnement qui permettrait effectivement à d'autres investisseurs de pouvoir investir dans les murs et de donner ça aux professionnels des hôtels pour pouvoir faire l'exploitation. Et c'est seulement de cette façon que nous pourrons avoir en Afrique donc des groupes hôteliers qui pourraient concurrencer donc les plus grands groupes hôteliers donc du monde. Donc vraiment, je suis désolé d'avoir été très long, mais en tout cas, sachez que ça a été un plaisir pour moi vraiment de participer pour la première fois à la conférence de Thelma. Donc, saluer M. Diop encore une fois, saluer Mme Diop et dire un grand merci à M. Bali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller. Merci, Aliou. Donc, on va conclure cette belle matinée en redonnant à monsieur Bali donc, la parole pour conclure et Madame Diop également pour remercier l'ensemble des participants et terminer cette conférence. Donc, monsieur Bali, un dernier mot peut-être avant de donner la parole à Madame Diop. Merci, je remercie le conseiller. Hein. Je disais tantôt que le Sénégal fait partie quand même des pays qui avaient cette vision-là, qui avaient cette stratégie de développer. Je connais très bien la station de Saly, j'y allais avec mes enfants régulièrement. Et effectivement, comme il l'a dit, malheureusement, cette stratégie-là n'a pas été dupliquée ailleurs, notamment à Dakar. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire et je me réjouis de savoir aussi qu'ils ont mis en place le crédit hôtelier pour justement s'attaquer à ce gros challenge-là qui est le manque de financement et surtout un financement à long terme et avec des taux d'intérêt. Donc, nous, dans tous les cas, nous sommes un hôtelier africain
On a l'habitude, souvent des gens me disent, mais pourquoi vous n'allez pas en Europe, en Asie? J'ai dit non, non, ils n'ont pas besoin de nous, ils ont suffisamment d'hôteliers, ils ont suffisamment de moyens, alors que l'Afrique, on vient juste de démarrer. Donc nous, on est des hôteliers africains, on va investir que dans les pays africains. Et d'ailleurs, en dehors de l'Azalai Hotel Dakar que nous espérons ouvrir à la fin de l'année, le gouvernement sénégalais nous a aussi attribué un terrain à Diamniadio où nous comptons bâtir notre deuxième hôtel. Bien sûr, il faut qu'on attende la fin des effets de la pandémie, mais nous avons déjà acquis un terrain à Diamniadio où nous allons y construire notre deuxième unité au Sénégal. Donc, c'est pour vous dire que le Sénégal est un pays en lequel nous croyons. Nous pensons qu'il y a un potentiel touristique fantastique. Il y a une stabilité politique. C'est un pays qui est bien apprécié. Donc, nous allons continuer nos investissements au Sénégal. Le mot de la fin, d'abord, c'est de vous remercier M. Diop et toute son équipe, remercier la directrice, Mme Diop, et vous-même, Monsieur le modérateur. Remercier tous les élèves, tous les étudiants qui ont pris le temps de m'écouter. Ce fut un plaisir, un bonheur pour moi de partager ce parcours entrepreneurial. Je dis aux jeunes, ayez confiance en vous. Un entrepreneur, je vous ai dit et je le rappelle rapidement, doit avoir une vision, doit avoir une stratégie et doit s'entourer des meilleurs. Et quelqu'un m'a dit, mais une fois que vous avez mis ces trois-là en place, quel est le rôle d'un entrepreneur? Après avoir mis en place ces trois conditions, le rôle de l'entrepreneur, c'est celui du porteur de flambeau. C'est vous qui portez le flambeau. C'est vous qui donnez l'exemple. Vous devez être résilient, vous devez être confiant, vous devez être humble et vous devez être passionné. Donc, aux jeunes, il faut que vous ayez ces qualités-là si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, de la vision, de la passion, de la résilience, de l'humilité, de la simplicité, si vous voulez vraiment réussir ce parcours entrepreneurial, qui est un parcours semé d'embûches. Monsieur Diop vous l'a dit, je le confirme, c'est semé d'embûches. C'est pour ça qu'il faut être très, très, très patient lorsqu'on veut être un entrepreneur. Et voyez loin. Ne voyez pas à court terme, voyez loin. Mais c'est clair, le continent, vous les jeunes, il faut que vous créez vos jobs. Il y a 40-50 ans, c'est les États qui embauchaient tous les étudiants qui sortaient. Ce temps est révolu. Maintenant, ce sont les jeunes, c'est le secteur privé, ce sont les entrepreneurs qui doivent créer les emplois dont on a besoin, 20 à 30 millions par an sur le continent. Et c'est à vous, jeunes, de créer vos propres emplois. Vous pouvez, vous allez y parvenir, ayez confiance en vous. Et croyez-moi, l'Afrique, pour moi en tout cas, c'est le continent où il faut être pour vivre cette passion entrepreneuriale. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup encore une fois de plus, M. Bali. Je vais redonner la parole à notre directrice générale, Mme Diop, qui va clôturer cette conférence. Mme Diop, a la parole. Ahmad, vous m'entendez mieux que tout à l'heure? Oui, là c'est bon, Mme Diop. Okay. Merci, M. Mossadegh Bailly. Je le confirme, vous portez superbement bien le flambeau de l'entrepreneuriat à travers cette belle expérience qu'est le groupe Azalai Hotel. Je vous remercie au nom de toute la communauté éducative de Telma, mais également de tous les participants qui sont des passionnés du secteur, des acteurs du secteur, mais également qui sont, pour certains, de vrais admirateurs du champion que vous êtes. Nous avons bien entendu votre discours, nous avons bien entendu les conseils que vous avez donnés aux jeunes, dont vous avez fait une synthèse tout de suite, mais surtout, je veux rappeler à ces jeunes-là l'importance dans la voie de l'entrepreneuriat, parce qu'il s'agit bien d'une voie et non d'un raccourci, de l'humilité, qui reste une valeur sûre pour entreprendre, de la rigueur et de la persévérance. J'espère que cette conférence, en tout cas, Monsieur le PDG, est le point de départ d'une longue et riche collaboration entre nos deux institutions. Vous, en tant qu'acteur majeur de hospitality, de industrie en Afrique, et nous, en tant qu'école qui se positionne comme école africaine pour former des jeunes africains, comme je dis, pour l'Afrique.
Je vous remercie encore pour votre disponibilité et remercie tous les participants et aussi M. Dr Pape Madické Diop, notre PDG. Je vous remercie. Merci encore pour tout le monde et on vous donne rendez-vous à la prochaine conférence. Excusez-moi. Je voudrais naturellement ne pas être en reste et remercier infiniment le président Bali pour sa disponibilité, mais également pour les éclairages qu'il a apportés sur ce thème. C'est un discours à la fois inspirant, mais c'est aussi un discours d'espérance qu'il a tenu lors de cette conférence-là, d'inspiration et d'espérance pour la jeunesse africaine, je l'ai rappelé tout à l'heure. En l'écoutant, je suis revenu quelques années en arrière lorsque je préparais et je soutenais ma thèse de doctorat qui a porté à l'époque sur la motivation entrepreneuriale dans le contexte ouest-africain francophone. J'ai lu naturellement, j'ai parcouru toute la littérature concernant l'entrepreneuriat, la littérature américaine, africaine, européenne, etc. Mais j'avoue avoir appris bien plus en 1h30 que lorsque je suis resté plusieurs années à lire tous ces ouvrages-là. Et ça, je le dis aux étudiants, les exemples africains, l'exemple du président Bali, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une école, c'est une université. Il faut s'en inspirer. Nous pouvons bâtir une Afrique forte, une Afrique conquérante, une Afrique audacieuse, responsable, travailleuse, à partir de ce qu'il a indiqué. Et moi, je me suis retrouvé totalement dans ce qu'il a indiqué. Il a parlé d'introspection d'abord, de vision, de stratégie. Il a parlé d'homme orchestre. Oui, parce que lorsqu'on entreprend, au début, on est tout à la fois. Et ensuite, il a parlé de ressources humaines de qualité. Et c'est tout cela qui, je pense, aujourd'hui fait le succès du groupe qu'il a confié et qui doit inspirer tous les entrepreneurs africains et toute la jeune génération. Donc, merci infiniment. En tout cas, moi, j'ai énormément appris en 1h30. Au nom de toute la communauté éducative de Telma, de BEM, de STG et de IFM, je vous remercie du fond du cœur. Le groupe Azalaï est désormais un modèle pour nous parce que vous l'avez dit, en vous écoutant, je me remémore, je me rappelais également tout ce que nous avons construit, ce que nous avons fait 10 ans au Sénégal et nous sommes au bout de 10 ans, nous sommes partis en Côte d'Ivoire et nous avons aussi une ambition africaine. Donc, vous êtes une inspiration pour nous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci, Président Bailly. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci, Ahmad. Merci beaucoup, Madame Diop. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Ahmed. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, Djibril. Au revoir. À très bientôt. Plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Allô?